Bonjour. Bonjour Olivier Marigraine. Bonjour Monsieur Carcivat, bonjour aux auditeurs de RFO. Alors vous êtes, on le disait, le président du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique, élu vendredi, vous succédez à René Adémar. 72 heures après, prenez-vous déjà l'importance de la tâche qui vous attend? On sait d'ailleurs que votre téléphone n'a cessé de sonner ce week-end. Beaucoup de collègues m'ont appelé pour me remercier et pour me dire surtout qu'ils sont contents que les choses reprennent leur cours normal, qu'il faut rétablir la situation et qu'aujourd'hui on est prêt à travailler, que la pêche sera représentée. Alors vous n'étiez pas tête de liste du SAPEM lors des élections et pourtant c'est vous que votre organisation a décidé de porter à la tête de l'organisation. Stratégie ou alors s'agissait-il de profiter de l'expérience du deuxième vice-président du comité national de pêche? Alors, il y a une combinaison des deux. Au sein du SAPEM, il y a deux stratèges. Il y a M. Bertrand Cambuzi et M. Elias Sachos, qui est président du SAPEM. Alors, ils ont trouvé, dans le contexte actuel, il était plus opportun de ne pas prendre de risques. Parce que c'était difficile. C'était une situation très compliquée. Donc, ils ont fait le choix de me demander de me présenter à la présidence du comité régional de pêche. M. Sachos et M. Cambuzi ensemble. Donc il y a eu consensus sur votre candidature, on l'a vu, puisque large vote en votre faveur. Est-ce que cette étiquette de vice-président du comité national a aussi été un moyen de peser de tout votre poids, permettez-moi l'expression, sur cette élection et puis ce choix de la présidence? Alors, mes collègues du syndicat indépendant ont aussi choisi de privilégier peut-être une forme de compétence à une forme de blabla qui ne finit jamais, quoi. Donc c'est ça, on aura bien compris. Vous avez vite déclaré alors vouloir œuvrer pour l'ensemble des marins pêcheurs de notre île, au-delà de votre appartenance syndicale. En quelques mots, qu'allez-vous retenir de la présidence de René Adémar? Écoutez, pendant 25 ans, M. Adémar a fait de bonnes choses. Vous savez, toute la mise en place des cantonnements, c'est quelque chose qui a été sérieux et par anticipation, lorsqu'on sait le lobbying des écologistes au sein de l'Union européenne, maintes fois, ça nous a aidés. Donc, il avait quand même eu un regard visionnaire sur ça, sur les cantonnements de pêche, la préservation de la ressource, et puis pour la défense en général des marins pêcheurs. Donc une présidence que vous saluez tout de même? Oui, 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 oui. Alors, revenons quelques instants sur l'élection de vendredi. Un rendez-vous boudé par certains de vos concurrents du syndicat indépendant. Est-ce que le consensus n'était pas possible quand on pense à la filière dans son ensemble? Aujourd'hui, la situation était claire, hein. Vous aviez quand même un choix démocratique des pêcheurs, un vote massif, 86%. Ça a été le vote le plus représentatif au niveau national. Donc, pour ça, il n'y a pas de doute. Donc, je ne sais pas, on n'a pas compris, on a essayé d'avoir un consensus, on n'a pas pu avoir ce consensus. Je suis quand même content que des collègues du syndicat indépendant ont fait preuve de sérieuxité et qui sont venus. Et ils ont rejoint d'ailleurs votre équipe, hein. Ils ont joué notre équipe pour travailler. Ça, c'est un signal fort adressé à l'ensemble de la profession? C'est un signal fort, mais nous savons que les pêcheurs, ce sont des gens sérieux et qu'on pouvait bénéficier de ce sérieux-là. Alors, vous avez évoqué, hein, Olivier Marigraine, qu'on était au début d'une nouvelle ère pour la filière pêche. Comment interpréter ces propos et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour qu'il y ait une telle adhésion autour du SAPEM? Ou qu'est-ce qui ne fonctionnait plus? Non, vous avez une forte personnalité de M. Adémar, donc qui était quelqu'un quand même qui était présent sur le terrain, qu'on voyait et qui était quand même représentatif de la profession dans son temps. Aujourd'hui, les choses évoluent, on ne reste pas figé sur une situation. Donc le moment de passer la main est arrivé, donc on a bénéficié aussi ce moment. Alors on note dans votre équipe une volonté d'associer jeunes et moins jeunes au conseil. On note également qu'il y a une femme à la 4e vice-présidence. Vous avez parlé tout de suite après votre élection de gouvernance et de management moderne. Comment mettre en place justement ces nouvelles stratégies de gouvernance et de management? Aujourd'hui, il y a quand même une réalité. Je reste un actif. Donc j'ai voulu m'entourer de personnes aussi qui sont sensibilités qui ont des points sensibles comme moi-même. Donc, bien s'entourer, c'est déjà bien commencé. Donc, aujourd'hui, on a fait une ouverture aussi pour des collègues du syndicat indépendant qui sont prêts à travailler parce qu'il faut une représentation, il faut que tout le monde soit représenté. Il est important de ne pas refaire les erreurs du passé. On est là pour tous.
tous les pêcheurs, quel que soit là où ils sont, on est là pour les représenter. Et on note qu'un aquaculteur est également vice-président. Oui. Alors, la chose moderne, c'est que, enfin, un aquaculteur, vice-président du comité régional de pêche. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est la première fois, on a des collègues de Gand-Rivière qui sont avec nous au comité régional de pêche. Donc, ça veut dire M. Nguyen-Ta, qui est un marin pêcheur de Gand-Rivière. Et aussi, c'est la première fois que vous aviez au comité régional de pêche une représentation assez... Représentation territoriale beaucoup plus des importante. pêcheurs, oui, oui. Alors, en 2012, Olivier Marigraine, quelles sont les véritables préoccupations premières des marins-pêcheurs? Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une stratégie claire. Il faut une visibilité de court terme, moyen terme et de long terme. Il faut expliquer aux pêcheurs les enjeux, auxquels ils doivent s'attendre. Il est important. Aujourd'hui, l'opérateur économique, le pêcheur, il doit connaître la réalité. Aujourd'hui, vous êtes dans un chenal, vous avez des balisages. Ils sont obligés de rester dans les balisages. Vous avez des lois communautaires, des lois nationales. Vous êtes obligés. Il faut leur expliquer. Alors, quand on vous entend parler comme ça, on comprend bien que le marin-pêcheur est devenu à la fois un véritable technicien, mais aussi un véritable chef d'entreprise. Et ça, c'est aussi une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte dans le rapport au travail, j'ai envie de dire. On est amené à la réalité. Hein. Tous les jours, le pêcheur sait qu'il est un opérateur économique. Hein. Son premier geste, c'est de mettre de l'essence, du carburant dans son unité de production, dans son bateau. Il est ramené tout de suite à la réalité. La réalité, elle est là, elle est visible tous les jours. Hein. Alors, pour le chef d'entreprise que vous êtes, tout comme les 771 patrons de pêche de Martinique, quel est le poids justement des frais de carburant dans la gestion des entreprises, puisqu'aujourd'hui, on sait que il y a une levée de bouclier par rapport à ces tarifs des carburants chez vous. Un de nos premiers handicaps, c'est le prix du carburant. Le carburant représente entre 50 et 60% de notre chiffre d'affaires. Donc vous voyez bien que chaque fois qu'il y a une augmentation, nous la subissons et on ne fait pas de répercussions sur le prix du poisson. Il y a pas mal d'années où le prix du poisson reste stagnant à 10 euros. Quelle est la relation aujourd'hui des marins-pêcheurs avec les consommateurs? Est-ce que vous avez l'impression qu'on revient tout doucement vers le poisson pêché par les unités de production locales? La Martinique est dans un contexte social très difficile. Le prix on n'a pas un prix de poisson comme sur les pays tiers qui ont un coût social très bas. On a un prix de poisson avec un coût social martiniquais. Donc, c'est sûr qu'il est cher, mais le consommateur nous fait confiance. Il faut qu'il nous fasse encore plus confiance parce que nous mettons à sa disposition quelque chose de formidable. Il existe très peu d'endroits dans le monde où vous avez un poisson mis à la consommation à midi, pêché le matin très tôt. Donc il y a une qualité extraordinaire. On est des distributeurs de bonne santé. Donc si vous voulez être en bonne santé, consommez local. Pas mal comme formule. L'une des craintes pour la profession, Olivier Marigraine, est le programme européen 2014-2020. Pourquoi? Quand je parle d'information, c'est exactement ça. Il faut expliquer aux pêcheurs là. Il faut leur donner une visibilité. Aujourd'hui, rien nous n'est favorable. Les fonds européens, on a une visibilité de 2014 à 2020. Quand on fait les premières lectures, on perd cette faculté de renouvellement, de la modernisation de nos outils de production. Aujourd'hui, pour être concret pour le marin-pêcheur qui nous écoute, il a jusqu'à la fin de l'année pour faire un investissement pour renouveler par exemple ses moteurs. À partir de l'année prochaine, c'est plus possible. Mais il faut qu'ils le sachent, parce qu'ils ont quelques mois. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, s'ils ne renouvellent pas, ils ne modernisent pas leurs outils de production, demain, l'outil financier disparaît. Donc il faut leur dire, il faut aller partout leur dire. Alors j'ai envie de revenir sur, vous avez sur votre feuille de route beaucoup insisté sur informer et communiquer. Pourquoi? Parce qu'il faut toucher l'ensemble des marins pêcheurs, leur expliquer, et comme je parle de visibilité, il y a un état des lieux à faire. Aujourd'hui, ça évolue vite. Je prends un exemple. En 2007, on a eu subitement une application des lois européennes. Interdiction de financer, de renouveler l'appareil de production, c'est-à-dire les bateaux. Ensuite, il ne nous restait que la modernisation. Donc, il faut que le pêcheur sache là où il navigue. C'est important.
Est-ce qu'il faut parler, comme on en parle dans d'autres filières comme l'agriculture, est-ce qu'il faut un véritable lobbying, notamment auprès de l'Europe? Est-ce qu'il faut aujourd'hui insister et aller faire pression auprès de la représentation, auprès des eurodéputés? Je pense qu'il faut un véritable lobbying parce que finalement, je parle de politique de commune de pêche qui est en train d'arriver là. Les premières lectures ne sont pas favorables. On rentre dans le moule national, même dans le moule européen. La seule chose les seuls éléments qui nous restent, c'est on n'est pas soumis aux procédures de TAC et quota. L'outil financier disparaît. Donc il reste qu'un aspect réglementaire pour nous que on ne nous applique pas les TAC et quotas, mais c'est uniquement ce qui nous reste. Là, finalement, aujourd'hui, le marin pêcheur, quand on parlait de petits artisans, ça a disparu. On parle là de véritables techniciens et de véritables entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, les marins pêcheurs sont formés. Et vous avez des gens qui sont quand même formidables, courageux. Et quand vous regardez, ce sont de véritables techniciens. Aujourd'hui, vous avez vu l'état de la mer. Beaucoup de mes collègues sont en mer. Ils vont revenir. Et c'est une forme de courage, quoi. Alors, quelques chiffres, 771 patrons de pêche, 160 matelots en 2011. En termes d'armement, la Martinique est de la deuxième région française. Les DOM représentent 33% de la pêche française et pourtant, vous avez du mal quand même à vous faire entendre au niveau de l'Europe notamment. On a du mal. Écoutez, l'Union européenne a pris des accords avec les pays du Mercosur en 2011. Ça veut dire que beaucoup de produits par importation vont entrer ici sans taxe. Aujourd'hui, on parle d'accords de partenariat économique avec les pays de Caraïbes qui vont venir sans taxe. L'aspect financier disparaît. Il n'y a plus d'aide réglementaire. C'est quand même un antagonisme entre la politique européenne et les accords qu'ils font avec les autres pays tiers. Merci beaucoup. Merci Olivier Marigraine d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président du Comité régional des pêches et des élevages marins.